Et maintenant, où trouver les moyens financiers? C'est ça le grand problème. Les moyens financiers. Quelques idées des moyens financiers. Quelques idées à mettre en œuvre, surtout parce qu'un projet sans financement ne reste qu'une idée. Bien. Soi-même d'abord, qu'on n'a pas de moyens. On a des amis. Qu'on n'a pas des amis. Il y a la famille. Parce que nous autres, nous voulons aller seuls. C'est ça le problème. Nous voulons tout faire seuls. Et ça ne marche pas comme ça. Même Bill Gates, qui est Bill Gates aujourd'hui, il n'est pas seul. Il est accompagné. Elon Musk, il est accompagné. Voyez-vous? Donc, nous devons nous mettre ensemble pour réussir. Voyez-vous? Si moi j'ai $50, l'autre a $50, $50, $30, on met ensemble, on achète un terrain et on commence la production. Mais si on veut tout faire seul, on veut être les CEO, on veut être les PDG, ça ne marche pas. Moi, je suis avec un partenaire, mon ami et frère, M. Magloire Ongol, je travaille avec lui. Quand je suis ici, lui, il est là-bas. Voyez-vous? Nous coordonnons les efforts, nous conjuguons les efforts, nous discutons sur nos difficultés et puis la projection de l'avenir. Surface agricole, des plantations, comment ça se passe, Aimé Tanabanou? Bien, si je prends les cultures maraîchères, par exemple, les cultures maraîchères ont beaucoup plus besoin de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut arroser à chaque moment. Et souvent, on les fait pendant la saison sèche. Évidemment, il y a des gens qui les font pendant la saison des pluies, mais il faut vraiment une bonne gestion. Et ils utilisent ce qu'on appelle des serres. Et après, plus rien. Bien. Je crois qu'il y a un règlement là-dessus. Donc, le service des cadastres est censé connaître les règlements. Parce que je me souviens, quand j'étais au gouvernorat, qu'est-ce qu'on faisait? Si on veut faire un lotissement, les services des cadastres allaient sur place parce qu'ils ont les statistiques de la population. S'ils ont estimé que la population a augmenté, il faut faire des nouveaux lotissements. Ils allaient sur place, ils allaient voir dans la cartographie, tout ça, le coût de la ville, et ils prenaient des dispositions pour mettre des bornes, on appelle ça des bornages. Après, ils venaient proposer au gouverneur de la province. Et voilà ce que nous avons trouvé. Nous estimons que nous pouvons lotir cette superficie-là. Et au gouverneur de voir. Partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous recevons pour vous l'ingénieur Aimé Tanabanou, spécialiste en agriculture. Il est ingénieur agronome. Avec lui, nous parlons de l'importance du sol dans l'agriculture. Aimé Tanabanou, nous vous saluons. Bonjour, Symphorien. Merci d'être à nouveau parmi nous pour parler de ce grand sujet, l'importance du sol dans l'agriculture. De prime abord, quelle est l'importance du sol dans l'agriculture avant de développer notre sujet de ce soir? Ok, merci beaucoup pour la question. Je vais commencer par donner
une brève définition du sol. Donc, si je prends notre dictionnaire, on dit que le sol, c'est une partie superficielle de la croûte terrestre à l'état naturel ou aménagé par l'homme. Ça, c'est la définition simplifiée. Ça veut dire que le sol, c'est le support de l'agriculture. Donc, pour planter ou pour faire l'élevage, nous avons besoin d'un sol. Voyez-vous? Donc, nous devons planter sur le sol pour que nos plantes puissent être supportées par ces mêmes sols et puiser des éléments nutritifs pour son évolution. Voilà un peu brièvement la définition du sol. Donc, pour faire l'agriculture, on a besoin nécessairement d'un sol. Un sol, oui. Évidemment, aujourd'hui, avec la technologie, il y a des institutions qui font l'agriculture maintenant sur des solutions, une solution de l'eau et des éléments nutritifs. Ça, c'est une nouvelle technologie, mais ce n'est pas encore à grande échelle. Mais en gros, nous avons besoin du sol pour faire l'agriculture. Sur quel sol peut-on faire l'agriculture? On peut le faire dans du sol argileux, on peut le faire dans du sol poussiéreux, on peut le faire dans du sol rocailleux. Quel est ce genre de sol? Par exemple, nous prenons le cas de la République démocratique du Congo. Bon, il y a ce qu'on appelle les sols arables, c'est-à-dire les sols disponibles ou propices pour faire l'agriculture. Parce que dans les sols, il y a 3 constituants. Il y a la partie physique, il y a la partie biologique, il y a la partie chimique. Alors, la partie physique, c'est la partie que nous voyons. Quand on dit par exemple le sable, c'est ce que nous voyons. Hein, un sol fin, c'est ça les sables, comme dans les déserts. Il y a la partie qu'on appelle limon. C'est la partie noirâtre, sous-entendu, qui est sous-entendu un sol riche. Et il y a la partie argileuse aussi. Voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait un complexe entre le sable, l'humus, à des proportions différentes. Voyez-vous? Donc, chaque culture a ses exigences ou ses préférences sur le sol. Donc, il y a des plantes qui préfèrent des sols plus ou moins argileux que sableux. Voyez-vous? Donc, le sol a 3 constitutions, comme je le disais. Il y a la partie physique, il y a la partie biologique, et la partie chimique. Quand on dit partie chimique, c'est la partie que nous ne voyons pas à l'œil nu. Ce sont des sels minéraux qui sont dissous dans l'eau et qui aident la plante à se développer. Il y a aussi la partie biologique, donc les micro-organismes et les insectes du sol. Voilà en gros ce que c'est un sol. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous l'ingénieur agricole Aimé Tanabanou. Aimé Tanabanou, dans notre magazine, est en train de présenter l'importance du sol dans l'agriculture. Le sol est un élément essentiel pour l'agriculture. Et il nous explique qu'on fait l'agriculture sur ce qu'on appelle le sol arabe. Et par rapport à ça, il est en train de nous expliquer parce que l'agriculture est un élément essentiel dans la société. Aimé Tanabanou, avant de poursuivre, quelle est la place de l'agriculture dans le développement d'un pays? Bien. Comme je l'avais dit dans l'émission précédente, l'agriculture joue un très grand rôle. Pourquoi? Comme je disais, du sommet de l'État jusqu'au dernier citoyen, tout le monde doit manger. Et ça, c'est quotidiennement. Nous devons manger chaque jour. Et on dit, qui mange bien tombe rarement malade, comme on le dit. Donc, qui mange bien tombe rarement malade. Donc, nous devons manger chaque jour. Pour manger chaque jour, il faut produire. Il faut produire. Donc, quand on ne mange pas, on ne peut pas travailler. Si vous suivez la pyramide de Maslow, on voit qu'au bas de l'échelle, ce sont les besoins primaires. Manger, boire, ainsi de suite. C'est ça d'abord.
avant de penser à une autre point de développement, il faut assouvir la faim d'abord. Donc, il faut assurer la sécurité alimentaire avant de penser à autre chose. Mais quand on n'a pas encore réglé le problème de la faim, c'est difficile de réfléchir à un haut niveau. C'est pourquoi vous voyez, les pays développés ont fait un effort pour d'abord assurer la sécurité alimentaire avant de penser à autre chose comme la technologie, ainsi de suite. Donc l'agriculture a vraiment un très grand rôle dans notre vie. L'agriculture a un grand rôle dans notre vie. Ingénieur Aimé Tanabanou, vous avez été en République démocratique du Congo, vous avez vécu. Quel genre de sol que nous retrouvons en République démocratique du Congo, si vous pouvez nous les délimiter selon chaque région? Nous, en tout cas, partout au Congo, il y a les sols arabes. Peut-être il y a la cartographie de tous les sols du Congo dans les ministères de l'Environnement et dans les ministères de l'Agriculture. Ils ont la cartographie de tous les sols du Congo. Donc, en général, les sols du Congo est arabe. Maintenant, il faut voir ce qu'on appelle les microclimats. Donc, les climats de chaque zone. Alors, les climats de chaque zone influencent les cultures à mettre en place. Comme si nous sommes à Goma ou dans le nord Kivu, les climats des montagnes, vous voyez que dans cette zone-là, les haricots cuisent mieux que si nous sommes à l'équateur. Voyez-vous? Donc, les microclimats favorisent un certain type de plantes. Donc, tout le sol du Congo, en tout cas en général, le sol est arable. Donc, nous pouvons cultiver partout. Nous pouvons cultiver partout. Et nous prenons par exemple le cas de ceux qui sont au milieu volcanique, par exemple à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a une période où nous avons vécu l'éruption volcanique. Là, c'est quel genre de sol ou de terre? Ah, c'est les sols volcaniques. Très riches d'ailleurs. Et là, on le trouve que dans cette région-là. Oui, oui, dans les zones montagneuses. Et là, qu'est-ce qu'on peut en trouver comme variété de produits agricoles? Bah, à ce que je sache, parce que je suis passé par Goma, là, c'est souvent les légumineuses, et donc les haricots, la patate douce, ainsi de suite. Il y a même le café qui pousse bien par là. Et puis, même l'élevage des bovins, ça marche très bien là-bas parce que le climat n'est pas très chaud. Ouais, un climat un peu froid. Pas trop froid, mais quand même tempéré, un peu tempéré, quoi. Donc, les sols volcaniques est un sol très riche. Nous recevons pour vous l'ingénieur Aimé Tanabanou, spécialiste en agriculture. Il est ingénieur agronome. Nous sommes en train de parler de l'importance du sol dans l'agriculture. Il a jeté les bases et maintenant nous allons aller dans les eaux profondes. Aimé Tanabanou, vous avez jeté les bases dans la première partie de l'émission. Maintenant, nous allons vers les eaux profondes. Vous nous avez dit qu'en République démocratique du Congo, nous avons à peu près 80% de terres arables. Notre toute première question, à qui appartiennent ce sol et où le trouver, premièrement? Parce que je suis, par exemple, je veux être agriculteur, je veux faire de la culture, mais comment entrer en contact avec ce sol? À qui appartient ce sol ou cette terre? Merci pour la question. Il y a une loi qu'on appelle la loi Bakajika qui dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Alors, je prends mon cas. Avant d'acquérir des terres ou une concession,
sur le plateau de Batéké, j'ai été en contact avec les chefs coutumiers dans les pouvoirs. Pouvoir coutumier. Oui, oui. Donc, on a parlé avec eux, j'ai payé mes 3. Après, les chefs coutumiers, il faut aller au bureau du quartier. On file avec le bureau du quartier, il faut aller à la commune et ainsi de suite, selon les superficies. Si c'est une grande superficie, il faut voir le gouverneur de province. Voyez-vous? Et après, bon, il y a les services des cadastres qui doivent passer pour faire la délimitation, ainsi de suite. Donc, c'est ça la procédure normale à suivre. Donc, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Maintenant, avant d'acquérir le sol pour faire l'agriculture, avant que vous puissiez faire, avant que vous puissiez avoir la cession du chef coutumier, chef de quartier ou bien pour une grande superficie, comme tu viens de le dire, il faut voir le gouverneur. Mais ma question est celle-ci, est-ce qu'on doit nécessairement faire des études au préalable pour savoir ce sol sera propice à quel genre de culture? Ça, c'est la marche à suivre. C'est la marche à suivre normalement. Parce qu'il y a des gens qui ont été formés uniquement pour les sols. Comme j'avais dit dans l'émission précédente, en agronomie, il y a des départements. Il y a un département qu'on appelle pédologie. Le pédo qui veut dire sol. Ce sont des gens qui ont des connaissances pointues sur les sols. Il y a des ceux-là qui sont spécialisés dans la chimie du sol, et dans la biologie du sol et dans la physique du sol. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés, ils sont très pointus. Bien sûr que tout agronome a des connaissances sur les sols, mais ils sont plus pointus que les autres. Voyez-vous? Normalement, s'il faut faire une culture à grande échelle, là, on dépense beaucoup d'argent, il faut vraiment suivre la procédure normale. Mais si ce sont des concessions, des petites superficies, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on peut s'en passer pour un début. Mais à la longue, il faut vraiment suivre la procédure normale. Il faut suivre la procédure normale. Donc, même, alors, la grande question, ceux qui vont vers le plateau de Batéké ou bien monsieur, madame, tout le monde qui veut se lancer dans l'agriculture, avoir un domaine ou une ferme, donc, eux se contentent juste d'acheter et se limitent à la culture que permet ce sol. Oui. Normalement, il y a ce qu'on appelle des connaissances empiriques. C'est-à-dire que ceux qui vivent là-bas ont l'expérience du terrain. Parce que même nous, les agronomes, quand on va sur le terrain, on est en contact avec les paysans ou les fermiers qui sont là. Parce qu'ils ont quand même de l'expérience quelque part. On ne peut pas aller directement, commencer à développer des théories sans entendre ce qu'ils ont à donner. Ils ont de l'expérience. Donc, il faut poser des questions et savoir comment ils arrivent quand même à produire. Et à partir de ces résultats-là, l'État qui est scientifique, il fait des ajouts pour améliorer la situation. Ça se passe comme ça. Donc, on peut ne pas voir un scientifique au début, mais on pose la question à ceux qui sont sur place, aux fermiers. Nous, on fait le produit depuis des années. Et ça marche. Comment vous le faites? Il peut vous expliquer et ça peut marcher aussi. Mais à la longue, il faut un scientifique. Il faut être accompagné par un scientifique. Ou si on veut dépenser beaucoup de moyens, en tout cas, il faut se faire accompagner. Parce que vous, l'agriculture, c'est un business. Vous mettez des moyens, vous devez avoir des profits. Mais quand vous investissez comme ça, sans être accompagné, vous aurez des problèmes avec le temps. Donc, il faut nécessairement suivre la marche, même si ce n'est pas au début, mais avec le temps, il faut le faire. Avec le temps, il faut le faire. Maintenant, nous allons catégoriser les espèces. Vous trouvez, par exemple, un papayer, un manguier qui a pu se développer sans que l'on puisse avoir quelqu'un qui a arrosé, qui a accompagné, qui a entretenu cet arbre. Quel est ce phénomène, ingénieur Aimé Tanabanou? Oui, il y a ce qu'on appelle des plantes naturelles. Ça peut pousser naturellement. Si ça trouve un sol qui est bien, qui est propice, ça peut pousser. Voyez-vous? Donc, parce qu'il y a, même dans la forêt, il y a des plantes qui poussent sans qu'il y ait l'intervention de l'homme. Donc, il y a des plantes qui poussent naturellement, ça existe. Même si on a cultivé. Il y a ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ça pousse naturellement. Donc, il faut le désherber. Donc, il y a certaines plantes qui poussent naturellement sans qu'il y ait apport de l'homme. Si seulement si ça trouve un lieu propice à son développement. Un lieu propice à son développement.
comment l'on gère un sol agricole, un sol arable? Comment on le gère? Est-ce qu'on peut l'exploiter comme on veut ou bien il y a une manière de gérer comment un fermier ou un agriculteur doit gérer ce sol? Pour tous ceux qui nous suivent, qui ont des plantations, qui ont des fermes maloukou à l'intérieur du pays, même ceux qui nous suivent de l'Afrique, même ici aux États-Unis, ceux qui ont des fermes, comment on gère le sol? Parce que la plupart qui s'y lancent, c'est monsieur, madame, tout le monde, et il se dit pour le goût, je veux aussi avoir mon champ à moi. Bien. Normalement, un sol, il faut connaître les sols. Comme je l'avais dit tantôt, il y a trois parties. Il y a le sable, il y a l'argile, il y a les limons. Alors, s'il y a trop de sable, quand on arrose ou quand il pleut, le sol va s'infiltrer dans les sols. Et les plantes ne vont pas en bénéficier. Quand il y a de l'argile, c'est le support de l'eau. Tu vois, quand il pleut, l'argile n'est pas vraiment trop poreuse. Ça supporte de l'eau. À ce moment-là, c'est comme si c'était une réserve de l'eau. À ce moment-là, les plantes peuvent les utiliser. Et les limons, c'est la source des matières organiques pour nourrir la plante et la matière minérale aussi. Donc, ça doit être en proportion bien définie. C'est pourquoi on parle des complexes argilo, sableux, complexe humus et sable, ainsi de suite. Donc, vous devez, c'est pourquoi j'avais dit, le mieux est de prélever des échantillons. Maintenant, il y a même des laboratoires mobiles. On peut amener des équipements sur le terrain, on prélève des échantillons et on a des résultats au même moment. Il y a ce qu'on appelle des laboratoires mobiles maintenant. Donc, c'est un travail très important. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on plante seulement. Bon, évidemment, le sol est riche. Et ça pousse bien au début parce que le sol est riche. Mais avec le temps, il va avoir des problèmes de fertilité. Parce que nous, on mange, on consomme. Si vous achetez votre sac de riz, vous le consommez, après un moment, ça sera vide. De la même façon, quand il y a des cultures sur le sol, ça puise les éléments nutritifs dans le sol, l'eau et ainsi de suite. Avec le temps, ça va s'épuiser. C'est pourquoi on parle d'amendement. Ça veut dire quoi? On analyse le sol, on trouve ce qui manque, il faut le remettre ou les réajouter. Et c'est pourquoi on utilise des engrais minéraux ou des engrais organiques pour amender les sols, pour remettre la fertilité sur le sol et pour la prochaine culture. Voyez-vous? Donc, il faut savoir gérer la terre. Et à l'époque de nos ancêtres, on faisait ce qu'on appelait la mise en jachère. Vous cultivez, à un moment donné, il s'est posé des problèmes de fertilité. On laissait les sols se régénérer après même pendant un temps, une année, 2 ans ou 3 ans. Ça se régénère naturellement. Et après, on peut revenir pour replanter. Ou il y a ce qu'on appelle la rotation de culture. Ça veut dire quoi? Vous avez votre espace, vous le divisez en 4 parties. Alors, je donne un exemple. Partie A, je mets les amarants, tous les bits écoutés. Partie B, je mets les aubergines. Partie C, je mets les tomates. Partie D, je mets les arachides, par exemple. Alors, ce sont des plantes qui ont leur famille. Parce que les plantes ont leur famille. Alors, pour ne pas compliquer nos téléspectateurs ou nos internautes, je vais simplifier les choses. Alors, si je prends la famille des légumineuses, la famille des haricots, par exemple, leur rôle, c'est quoi? Ils enrichissent les sols, ils mettent dans les sols l'azote. Alors, quand vous plantez les légumineuses, après la récolte, le sol est enrichi par l'azote. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez chercher maintenant dans les familles des plantes. Quelle plante a des préférences sur l'azote? Alors, quand vous récoltez les légumineuses, vous mettez une plante qui a une préférence en azote qui va bien pousser.
Voyez-vous? Alors, généralement, les plantes qui préfèrent l'azote sont des plantes qu'on appelle les légumes feuilles. Les légumes feuilles sont des plantes qui grandissent, qui nous donnent des feuilles pour la consommation, comme les amarantes, les épinards, et ainsi de suite. Nous consommons ces feuilles-là. Ce sont des plantes qui ont une grande préférence pour l'azote. Il faut connaître, il faut s'informer. Même si on n'a pas accès à un agronome, aujourd'hui, l'information est partout. Vous allez sur YouTube, vous trouvez des informations. Vous allez sur Google, vous trouvez des informations. Donc, il faut s'informer, ne fût-ce que pour les connaissances préliminaires. C'est comme nous autres, quand on a mal à la tête, nous prenons le paracétamol. Quand on est blessé, on désinfecte avec les daquins. Ça ne fait pas de nous des médecins. Voyez-vous? Mais nous avons quelques connaissances de la médecine, des connaissances préliminaires. C'est ce que je demande à tout le monde. Informez-vous. Ne fût-ce que pour savoir des choses préliminaires sur l'agriculture. Et avec le temps, quand vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez vous faire accompagner par un agronome. Un agronome n'est pas nécessairement au niveau supérieur ou ingénieur. Il y a des agronomes, des humanités aussi sont des agronomes. Parce qu'il y a une catégorie d'agronomes. Il y avait ce qu'on appelait des moniteurs agricoles. Après les CO, vous faites 2 ans et vous sortez avec un certificat d'agronome qu'on appelait moniteur agricole. Après, il y avait le niveau supérieur, ceux qui devaient faire les humanités agricoles. Donc, vous faites votre examen d'État, vous avez votre diplôme d'État, vous êtes agronome A2. Et si vous voulez aller au niveau supérieur, vous partez à l'Institut supérieur. Vous faites 3 ans et vous êtes agronome A1. Alors, si vous voulez aller à la faculté d'agronomie, vous allez à la faculté, vous terminez, vous êtes A0. Voilà un peu les paliers des agronomes. Donc, tous sont agronomes. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de tomber sur un ingénieur, les autres sont là aussi. Voyez-vous? Donc, il y a une gamme d'agronomes sur le marché. À vous de voir ce que vous pouvez faire. Voilà. Nous recevons pour vous l'ingénieur Aimé Tanabanou, spécialiste en agriculture. Il est ingénieur agronome. Avec lui, nous parlons de l'importance du sol dans l'agriculture. Nous sommes en train de faire ces émissions pour sensibiliser la communauté, que ce soit au niveau de l'Afrique et partout dans le monde, sur l'importance de l'agriculture, parce que l'agriculture, nous devons manger. L'agriculture donne de l'emploi et l'agriculture permet de développer un pays. Aimé Tanabanou, le besoin du sol en eau, les sols agricoles et la gestion de l'eau. Nous voyons souvent des agriculteurs avec des arrosoirs en train d'arroser leurs plantes. Comment se passe l'irrigation ou le besoin en eau des surfaces agricoles, des plantations? Comment ça se passe, Aimé Tanabanou? Bien, si je prends les cultures maraîchères, par exemple, les cultures maraîchères ont beaucoup plus besoin de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il faut arroser à chaque moment. Et souvent, on les fait pendant la saison sèche. Évidemment, il y a des gens qui les font pendant la saison des pluies, mais il faut vraiment une bonne gestion. Et ils utilisent ce qu'on appelle des serres, ou ici, en Amérique, on appelle ça des greenhouses. Donc, on isole les plantes dans un compartiment, et puis on essaie de gérer la température, et puis l'apport en eau, ainsi de suite. Donc, il faut savoir bien gérer l'eau. Parce que chaque plante a besoin de l'eau pour se développer. C'est un être vivant. Comme nous autres, nous les humains, nous avons besoin de l'eau. La plante, c'est la même chose. Et souvent,
la période critique pour l'eau, c'est pendant la floraison et la fructification. Donc, quand la plante commence à donner ses fleurs et ses fruits, c'est à ce moment-là que la plante a beaucoup plus de l'eau. Et aussi, dans les germoirs, quand la plante est plus petite, il faut un apport en eau qui doit être assez fréquent pour le développement de la plante. Ça, c'est un. Donc, l'eau est vraiment importante. Il faut savoir gérer de l'eau. Beaucoup d'eau aussi peut créer des problèmes. La pourriture, par exemple, des plantes, parce qu'il y a beaucoup d'eau, à cause de la pourriture. Ça favorise le développement des microbes aussi, quand il y a trop d'eau. Il faut savoir gérer de l'eau. Une bonne gestion de l'eau est importante. Maintenant, comment gérer? Monsieur, madame, tout le monde n'a jamais fait la formation d'agriculture. Lui, il voit qu'il faut mettre de l'eau, il vient, il commence à arroser, il prend un tuyau, il est en train d'arroser, ou bien il a des gens qui arrosent pour lui. Comment ça doit se passer? Comment ils peuvent mesurer cela, la quantité qu'il faut? Bien, bon, comme je le disais, il y a dans nos pays, nous utilisons encore des méthodes empiriques, des méthodes archaïques. Il faut seulement utiliser les arrosoirs, parce qu'avec les arrosoirs, nous avons de l'eau en gouttelettes. Voyez-vous? Ce n'est pas bon d'arroser de l'eau qui doit sortir un coup un peu avec beaucoup de pression. Ce n'est pas vraiment bien. Il faut que l'eau sorte avec une faible pression en gouttelettes. Alors, vous allez regarder les sols. Les sols doivent être mouillés, être bien mouillés. Après, donc, c'est une question d'expérience. Vous allez commencer, vous allez voir que les sols sont vraiment très mouillés et vous allez apprécier et vous allez stopper. Donc, il est recommandé d'arroser le matin et le soir. Pendant les temps ensoleillés, ce n'est pas vraiment très recommandé. Souvent le matin et le soir. Donc, c'est une question de pratique et puis vous allez les maîtriser. La gestion de sol par rapport aux engrais. Nous avons remarqué à Kinshasa, surtout en Afrique, les achats des engrais chinois. Je suis allé à tel endroit, maman tel m'a dit qu'il y a des engrais chinois par rapport au Ngaïngaï, par rapport au Matembele, les engrais, des fertilisants. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que tout engrais doit être mis dans la terre? Est-ce qu'on peut enrichir une terre agricole n'importe comment sans tenir compte des prescriptions? Il y a des règlements. C'est pourquoi il y a le service de Sénafic, là où j'avais travaillé, le service national des fertilisants et intrants connexes. Donc, c'est l'institution habilitée à livrer ou à vendre des engrais. Bon, au niveau de l'institution de l'État, quoi. Parce qu'il y a aussi des privés. Alors, les engrais se subdivisent en deux catégories. Il y a les engrais minéraux et les engrais organiques ou biologiques. Alors, engrais biologiques, c'est on les fabrique avec des résidus d'autres êtres vivants. Par exemple, je suis dans ma maison, j'ai une poubelle. Dans les poubelles, je jette par exemple les débris de, c'est pas moi, si j'ai mangé les pondous, tout ça, les restes, je mets là-bas, la peau des bananes, les épluchures de la mangue, et ainsi de suite. Alors, vous faites ce qu'on appelle un compost. Un compost, c'est un dispositif là où on entasse tous ces déchets-là. Et il y a des méthodes pour le faire. Et puis ça va se décomposer. En se décomposant, ça devient riche pour les sols. On va les épandre sur le sol et puis on va mettre les plantes. Et les plantes vont en bénéficier. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment naturel, c'est biologique, il n'y a pas trop de problème. Alors, les grands problèmes, ce sont les engrais minéraux. Ce sont des engrais fabriqués dans l'industrie, comme les engrais de synthèse. Donc, on a cherché à substituer un peu les engrais qui se trouvent dans les sols. Alors, ce sont ces engrais-là qui causent des problèmes à long. Évidemment, en les utilisant, ça augmente la production. Mais avec le temps,
ça cause un problème de fertilité. Pourquoi? Parce que ça va agir sur la biologie du sol ou les insectes du sol. Alors, or, nous savons que les insectes du sol sont vraiment importants pour la survie du sol. Un exemple, les lombriques pour le ver de terre. Les vers de terre, en se déplaçant dans les sols, ils créent des galeries ou des galeries. Les galeries servent à faire passer de l'air, à aérer les sols. Vous voyez son importance. Alors, quand vous amenez des engrais et qui tuent tous les micro-organismes, vous avez des problèmes. Alors, ils jouent aussi le rôle de la décomposition de la matière organique. Par exemple, les feuilles qui tombent. Les feuilles qui tombent chaque jour. Là. Les feuilles doivent se décomposer. Qui les décomposent? Ce sont les insectes, les animaux. Alors, quand on appuie cette flore-là du sol, ça crée des problèmes. Donc, c'est pourquoi, je reviens encore, il faut se faire accompagner par un spécialiste. Vous pouvez l'utiliser au début, mais à la longue, ça va créer des problèmes de fertilité. C'est pourquoi il faut toujours être avec un agronome. Alors, j'avais parlé tantôt de la rotation du sol. Pourquoi on doit faire la rotation? La première des choses, j'avais dit, il y a des familles qui peuvent se succéder. Une famille de plantes qui était là auparavant, qu'on a récolté, ça laisse par exemple des éléments minéraux comme l'azote pour la plante qui viendra après. De deux, il y a aussi ce qu'on appelle la prolifération des maladies. Parce que vous savez que les plantes tombent malades aussi. Et on appelle ça la phytopathologie. Donc, les maladies des plantes. Les plantes tombent malades. Alors, il faut un phytopathologue qui est aussi agronome, mais qui est spécialisé en phytopathologie pour savoir les traiter. Pourquoi il peut recommander des insecticides, ainsi de suite. Voyez-vous? Donc, en laissant ou en cultivant une plante sur le sol pendant longtemps, ça crée un problème de développement des maladies et des insectes. C'est pourquoi il faut faire la rotation. Voyez-vous? Donc, la gestion du sol est très importante. La gestion du sol est très importante. Un autre fait que nous remarquons, les fosses septiques. Lorsque les camions videurs viennent, ils prennent toutes ces matières et vont vendre à des mamans maraîchères. Et ils vont étendre toutes ces matières des fosses septiques dans leur champ. Est-ce que c'est une bonne approche? Je pense qu'avec le produit de nos fosses septiques, il faut vraiment un traitement avant de les épandre. Parce qu'on ne sait pas très bien la constitution, qu'est-ce qu'il y a. Oui, c'est riche, c'est vrai, c'est riche. Mais il faut des institutions spécialisées pour avoir l'autorisation, pour donner l'autorisation d'épandre. C'est bien, c'est de la matière organique, mais il faut d'abord les analyser avant de les épandre sur le terrain. Donc, et qui doit analyser cela? Bon, il y a les services d'hygiène, il y a au ministère de l'Agriculture aussi, il y a un département, l'environnement. Donc, nous travaillons en synergie. Et on doit vraiment regarder comment régulariser ça. Est-ce que c'est toute plante ou tout engrais venant de l'étranger que l'on peut, par exemple, s'aimer sur une terre, par exemple? C'est pourquoi il y a l'Office congolais du contrôle, l'OCC. L'OCC est là pour contrôler tout ça. Est-ce que cet engrais est habilité à être vendu au Congo? Il y a un service au niveau de l'OCC où on trouve des biologistes, des chimistes et des agronomes qui sont là aussi pour analyser, pour donner l'autorisation. Si on estime que l'engrais n'est pas propice à être utilisé, on ne peut pas, on va empêcher la distribution ou la vente. Voilà. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Aimé Tanabanou, expert en agriculture, en agro-industriel. Il traite des questions de l'agriculture. Lui-même, il est fermier en République démocratique du Congo, fermier aux États-Unis d'Amérique. Il est installé à Denver, au Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Il est pétri d'expérience concernant l'agriculture. Nous sommes en train d'avancer. Est-ce que la gestion maintenant des terres agricoles doit rester l'apanage de l'État
ou bien il doit y avoir des services qui doivent le gérer. Nous prenons le cas des États-Unis où vous êtes. Parle-nous un peu comment ça se passe la gestion des terres agricoles, le sol aux États-Unis d'Amérique, surtout au Dakota où vous vous retrouvez, au Colorado où vous Voilà. vous retrouvez. Oui, c'est presque la même chose. C'est l'État qui contrôle tout. Donc, vous êtes là. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'avais travaillé au service de l'environnement. Donc, nous, on allait mettre des dispositifs anti-érosifs dans des fermes là-bas, parce qu'il faut protéger les sols aussi, il faut les protéger. Donc, c'est l'État qui réglemente, qui vous donne la marche à suivre, et puis vous les suivez, et puis ils viennent contrôler. Ça se passe comme ça. Donc, on ne peut pas attribuer des terres agricoles n'importe quelle manière, mais Non. comment protéger ces terres agricoles contre les lotissements, contre le détournement des terres agricoles? Parce que c'est aussi un fait. Hier, c'était par exemple une ferme et après quelques jours, ce sont des maisons qui ont été construites et après plus rien. Bien. Je crois il y a un règlement là-dessus. Donc, le service des cadastres est censé connaître les règlements. Parce que je me souviens, quand j'étais au gouvernorat, qu'est-ce qu'on faisait? Si on veut faire un lotissement, les services des cadastres allaient sur place. Parce qu'ils ont les statistiques de la population. S'ils ont estimé que la population a augmenté, il faut faire des nouveaux lotissements. Ils allaient sur place, ils allaient voir dans la cartographie, tout ça, le bout de la ville, et ils prenaient des dispositions pour mettre des bornes, on appelle ça des bornages. Après, ils venaient proposer au gouverneur de la province. Et voilà ce que nous avons trouvé. Nous estimons que nous pouvons lotir cette superficie-là. Et au gouverneur de voir, parce qu'il y a une partie pour les habitations, il y a une partie aussi pour l'agriculture. Donc, ils savent bien la délimitation entre les espaces à cultiver et les espaces habitables. Donc, ils sont censés vraiment connaître les règlements. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Nous sommes dans l'importance du sol en agriculture. Mais Aimé Tanabanou, comment sécuriser une terre agricole pour pouvoir garder ces éléments nutritifs? Comment aussi étendre les terres agricoles? Comment initier la population autochtone au respect des terres agricoles? Bien. La première méthode qu'on avait dit, la rotation des cultures, donc, on est en train de protéger les sols. La deuxième méthode, il y a la plantation des arbres. On appelle ça agroécologie. Donc, vous êtes dans votre plantation, vous avez une partie réservée aux cultures, une partie réservée aux arbres. Vous plantez des arbres, mais dans les interlignes, vous plantez des cultures. Voyez-vous? Parce que vous savez qu'avec le temps, les arbres vont devenir grands et puis ça va maintenir la fertilité du sol. Ouais. Donc, il y a même un service, il y a au niveau de l'environnement, il y a le service de reboisement. Donc, ils partent partout. Ils vont voir, bon, si il y avait une agriculture intensive et qu'ils ont estimé qu'il y a un problème de fertilité, ils venaient, ils faisaient un programme de reboisement. Ils amenaient des arbres, ils causaient avec la population locale pour reboiser, pour repeupler encore les sols. Et maintenant, ils pouvaient peut-être accorder une autre concession pour continuer la culture. Donc, l'environnement, l'agriculture, nous sommes en interconnexion. On travaille souvent en symbiose pour maintenir les sols. Par rapport au plan de relance de l'agriculture en République démocratique du Congo, donc il est important, par exemple, de faire une étude du sol. Oui, oui, affirmatif, très important. Et je pense qu'au service de l'environnement, ils ont des données. Est-ce que ces données sont fiables ou bien elles doivent être remises à niveau ou actualisées? Oui, il faut actualiser, je crois. Avec l'été, il faut actualiser. Il faut vraiment actualiser parce que le sol est là. Il pleut, tout ça. Il y a ce qu'on appelle la dégénérescence. Et vous, il pleut, les gens cultivent, tout ça, parce que les sols perdent sa fertilité. Donc, il faut remettre à jour les recherches. Il faut aller sur le terrain, tout ça.
Ils savent ce qu'ils doivent faire, le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Ils ont des services pour ça. Est-ce qu'il y a des comportements dangereux contre la protection de sols riches, par exemple, les activités minières, les produits toxiques, des problèmes Oui. d'environnement, changement climatique? Oui. Par exemple, ici, aux États-Unis, si vous faites votre vidange, vous êtes mécanicien, vous faites votre vidange d'huile, vous ne pouvez pas les jeter n'importe où. Mais chez nous, on prend, on jette une rivière comme ça, on jette n'importe où. Ça a des conséquences avec le temps. Ça agit sur la nappe phréatique. Ça pollue. C'est ça la pollution aussi. Donc, il faut qu'elle soit organisée. Au Congo, bon, on n'est pas encore à ce niveau-là. En Afrique, il n'y a pas trop de réglementation. Mais ici, par exemple, bon, on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où. Même dans nos poubelles, vous allez voir, il y a la partie biodégradable. Mais il faut jeter des trucs biodégradables ici et le reste ailleurs. Voyez-vous? Donc, nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais on peut commencer. Comment maintenant être à ce niveau? Quelles sont les idées que vous pouvez proposer? La même chose. Donc, sur chaque avenue, il faut mettre des poubelles là-bas, mettre les poubelles, et puis spécifier. Si vous avez des immondices biodégradables, il faut expliquer à la population. C'est quoi? Ce sont des immondices qui peuvent se décomposer avec le temps. Comme les kasakwanga, tu vois, ça peut se décomposer facilement. Mais si ce sont des plastiques, il faut avoir un dispositif pour les collecter séparément. Voyez-vous? Donc, biodégradable d'un côté, et les restes de l'autre côté. Parce qu'avec les biodégradables, on peut les utiliser pour faire des engrais. Donc, il faut mettre un programme sur ça, réglementer, et parler avec la population. Et puis, nous allons arriver. Est-ce que la société civile, par exemple, a un rôle aussi à jouer par rapport à ça? Bien sûr que oui, parce que la société civile, c'est nous, le peuple, la population. Donc, il peut voir, il proposer aussi à l'État, parce qu'on ne peut pas tout laisser à l'État aussi. Hein? Ici, par exemple, aux États-Unis, la plupart, 80% des compagnies sont des privés. Donc, les privés aussi peuvent proposer quelque chose. Hein? Donc, on ne peut pas tout laisser sur l'État et surcharger l'État. L'État aussi a des quoi à faire. Nous devons aussi aider l'État. Comme le disait Kennedy, le président Kennedy, il ne faut pas attendre que les pays fassent quelque chose pour toi, il faut faire quelque chose pour ton pays. Voilà. Donc, il faut proposer, il faut agir, il faut initier aussi des projets et les proposer au gouvernement. Voilà. Maintenant, quel est l'impact, la place des pouvoirs coutumiers par rapport à l'importance du sol agricole? Parce que, comme vous l'avez dit, votre terre, vous l'avez eu des chefs coutumiers. Donc, il y a des entreprises qui viennent chercher des concessions par-ci, par-là pour construire des logements de retraite pour leurs ouvriers. Il y a des chefs coutumiers qui sont en conflit avec la loi, ainsi de suite. On cède les terres, pas possible, des terres agricoles. Qu'est-ce que le pouvoir coutumier ou les chefs coutumiers doivent faire pour pouvoir veiller, protéger les sols agricoles? Je crois que les chefs coutumiers doivent être en contact avec les services de l'environnement ou les services spécialisés pour savoir bien gérer les sols. On peut vendre les terres, mais il faut savoir à quelle échelle. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation entre les pouvoirs coutumiers et les services de l'État. On se mettre ensemble et puis trouver un compromis. Si aujourd'hui nous avons des problèmes de Mobondo, il y a des politiciens d'hier qui ont reçu des concessions qui sont devenues des domaines touristiques, ainsi de suite. La plupart des ports, ainsi de suite, cédés. Est-ce qu'on ne va pas tout droit vers une destruction de l'écosystème agricole en Afrique? Bien, c'est pourquoi je disais il doit y avoir un lien, un pont entre le pouvoir coutumier et l'État, entre autres les services des cadastres, l'environnement, ainsi de suite. Donc, ils doivent se mettre ensemble pour réglementer tout ça. Il y a un problème de réglementation, simplement. S'ils peuvent se mettre ensemble et réglementer, ça va aller. Vous êtes dans notre programme One Day, One Way, où nous sommes en connexion entre Dallas et Denver aux États-Unis d'Amérique. Nous recevons pour vous
l'ingénieur agronome Aimé Tana Banou. Aimé Tana Banou, parmi les techniques d'enrichissement des sols agricoles, nous constatons par exemple une partie des terres arables peut être pris d'un coin pour un autre coin pour faire l'agriculture. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. On peut prendre la terre sur un point A, les amener sur un point B, il n'y a pas de problème. Comment alors se fait la conservation de cette terre pour l'amener là-bas? Et c'est dans quel cadre? C'est expérimental ou bien on veut développer les mêmes produits agricoles d'un coin A, les développer aussi dans un coin B? Oui, je prends l'exemple de la Libye, de l'époque de Kadhafi. La Libye, c'est un pays semi-désertique. Ce qu'ils faisaient, ils avaient trouvé des points où ils pouvaient amener la terre et puis amender la superficie, puis planter. Donc, ils ont réussi à faire ça. Je prends le cas de Dubaï aussi. Donc, ils arrivent à les faire aussi. Donc, on peut le faire sans trop de problème. Et puis, il faut seulement respecter les normes. C'est tout. Aimé Tana Banou, par rapport à la rareté et l'insécurité alimentaire que nous retrouvons en Afrique, comment relever les potentiels agricoles dans certains pays africains qui sont en insécurité, par exemple alimentaire, ou insuffisance de produits agricoles? Il faut seulement faire un programme, comme je disais, c'est l'État qui coordonne tout, c'est l'État qui est au-dessus de tout. Donc l'État doit coordonner où ceux qui ont des concessions, ou les pouvoirs coutumiers, ou les fermiers peuvent proposer aussi à l'État. Voilà nos difficultés. Alors nous proposons ceci et cela. L'État peut voir ensemble, on peut trouver un compromis et développer. Parce qu'à l'époque, je sais que on avait spécifié ou spécialisé des régions ou des zones pour la production alimentaire. Par exemple, je l'avais dit dans l'autre émission, au Nord Kivu, par exemple, on produisait la viande bovine, les haricots, la patate, tout ainsi de suite. Dans une autre région, on peut proposer autre chose, par exemple les maniocs, les maïs, et ainsi de suite. Et dans une autre, on peut proposer aussi la volaille. Donc, il faut voir avec la culture de la région et puis la culture de la région, les besoins alimentaires de la région. Et puis, on peut faire ce qu'on appelle les échanges. Savez-vous? Telle région produit du maïs, telle autre produit du riz. Alors, comment faire les échanges? Le marché, on étudie le marché, on fait des échanges. Et pour les régions défavorisées, on fait ce qu'on appelle la caisse de péréquation. Ça veut dire qu'on trouve un moyen pour aider cette zone-là qui est en difficulté. Voilà. Et par rapport aux nouvelles techniques, aux échanges internationaux, est-ce qu'on peut recourir par exemple à des pays tels que le Brésil qui a pratiquement les mêmes conditions climatiques et agricoles que la RDC? Oui, bien sûr que oui. Et il y a même, dernièrement, j'ai suivi un jeune homme, un Camerounais, qui avait vécu aux États-Unis ici, qui est rentré au Cameroun. Il était dernièrement au Brésil. Il est allé visiter le Brésil et puis il a trouvé un marché, il a signé des contrats avec des Brésiliens pour les échanges des technologies, des connaissances. Donc lui, il est spécialisé en maïs. Il s'appelle Loïc. Il était même au Congo dernièrement, je crois l'année dernière, il était au Congo. Tu vois? Même avec les gens de la sous-région, les pays qui nous entourent, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. On peut aller voir. S'ils sont pointus sur quelque chose, nous pouvons les inviter, nous apprendre comment les faire. Ou nous pouvons aller apprendre chez eux. Donc avant d'aller loin, moi je pense qu'il faut aller dans la sous-région d'abord.
Ils ont des pays qui nous entourent, qui sont pointus sur certaines choses. Nous pouvons aller apprendre de chez eux. Et puis après, ce qui nous manque, nous pouvons aller chercher plus loin. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Et maintenant, où trouver les moyens financiers? C'est ça le grand problème. Les moyens financiers. Quelques idées des moyens financiers. Quelques idées à mettre en œuvre, surtout parce qu'un projet sans financement ne reste qu'une idée. Bien. Soi-même d'abord, qu'on n'a pas de moyens. On a des amis. Qu'on n'a pas des amis. Il y a la famille. Parce que nous autres, nous voulons aller seuls. C'est ça le problème. Nous voulons tout faire seuls. Et ça ne marche pas comme ça. Même Bill Gates, qui est Bill Gates aujourd'hui, il n'est pas seul. Il est accompagné. Elon Musk, il est accompagné. Voyez-vous? Donc, nous devons nous mettre ensemble pour réussir. Voyez-vous? Si moi j'ai $50, l'autre a $50, $50, $30, on met ensemble, on achète un terrain et on commence la production. Mais si on veut tout faire seul, on veut être les CEO, on veut être les PDG, ça ne marche pas. Moi, je suis avec un partenaire, mon ami et frère, M. Magloire Ongol, je travaille avec lui. Quand je suis ici, lui, il est là-bas. Voyez-vous? Nous coordonnons les efforts, nous conjuguons les efforts, nous discutons sur nos difficultés et puis la projection de l'avenir. Je suis avec lui, avec d'autres aussi. Voyez-vous? On ne peut pas tout faire seul. Il faut se mettre ensemble. Voyez-vous? Et regroupez-vous en 10, en 20 et faites ça. Voyez-vous? Cotisez. Bon, qui n'a pas ça? Il y a des institutions aussi. Comme on avait parlé de la Banque de crédit agricole, ça n'existe pas au Congo, mais dans d'autres pays, ça existe. Vous allez aller là-bas. Et puis, le gouvernement aussi, les banques, ça aide aussi. Donc, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens. Voilà. Il y a beaucoup de moyens. Aimé Tanabanou, nous n'avons pas vu le temps passer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce magazine sur l'importance du sol? Nous savons avec Bien. votre agenda, lorsque ça le permettra, vous allez encore revenir pour d'autres sujets. Bien. L'agriculture ou l'élevage, pour le faire, on a besoin d'un sol. Jusqu'à preuve du contraire, on a besoin d'un sol. Pourquoi? Parce que les sols, c'est les supports de l'agriculture et de l'élevage. Pour construire un poulailler ou une porcherie, c'est sur la terre. Donc, on a besoin de la terre. Il faut avoir une concession. Et quand on a acquis la concession, il faut savoir les gérer. Une partie pour l'agriculture, une partie ici pour l'élevage si on en a, et puis savoir les gérer pour maintenir la fertilité. Voyez-vous? Il y a ce qu'on appelle association de cultures. On prend 2 ou 3 cultures, on les met ensemble pour maximiser le rendement. On met, par exemple, la culture de pondou, des maïs et des maniocs ensemble. Pondou, maïs et aubergine ensemble, par exemple. Voyez-vous? Pour maximiser le rendement sur une superficie bien déterminée. Mais après, il faut savoir les gérer, il faut savoir gérer la fertilité. Parce que si vous ne gérez pas la fertilité, à la longue, vous aurez des problèmes. Et nous, chez nous, souvent, on accuse des sorciers. Donc, il n'y a pas question de sorciers, c'est question de science. Vous voyez? Quand les autres voient, quand nous, on voit les sorciers, les autres voient les opportunités, où ils cherchent des solutions. J'ai un ami, il y a 2 ans, qui est allé dans les Bas-Congo cultiver les aubergines. Il s'est buté un problème de pourriture. Non, il y a les sorciers. Non, ce n'est pas les sorciers. La science, c'est la science. Il y a un problème scientifique, il faut le résoudre par les moyens scientifiques. Vous voyez, nous, on voit partout les sorciers. Il y a que les sorciers, c'est ensorcelé, il y a un mauvais sort. Non, nous devons changer. Nous copions, nous envions les pays du Nord, comme l'Amérique, l'Europe, ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là voient les sorciers partout? Non. Nous devons copier ce qu'ils font. Quand il y a un problème scientifique, trouver des solutions scientifiques. Il y a un problème de fertilité, chercher les moyens pour trouver des moyens de fertilité par un scientifique. Donc, il ne faut pas voir les sorciers partout. Quand nous, donc, on voit les sorciers et on voit les opportunités. Merci. Un grand merci à notre ingénieur agronome Aimé Tanabanou pour avoir accepté de participer à ce programme. Merci de nous avoir suivis. L'agriculture, l'accent doit être mis sur ce secteur, ce domaine si important. En parler pour que plus de moyens soient mis en agriculture pour le développement de la population et réussir à relever les défis
de l'insécurité alimentaire, réussir à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire en Afrique et en RDC. De partout où vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Restez branchés à nos programmes. Merci, Aimé Tana Banou. Merci, Saint-Florien. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.